Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Écho sur Média TV. Les relations entre la Russie et le Maroc sont vieilles de plus de 2 siècles. Mais cette dernière décennie, et Moscou et Rabat ont voulu donner un nouveau souffle à ces relations et raviver la flamme de leur partenariat stratégique. Comment? Quels sont les secteurs dont on aspire tirer le meilleur? La diplomatie économique de ces deux pays a connu une transition conséquente ces 15 dernières années. Le Maroc, comme d'autres pays africains, a renouvelé ses intérêts pour la Russie et la Russie a fait de même. Gaz, énergie, produits agricoles ou autres industries, Moscou, depuis sa crise avec le voisin européen, élargit ses perspectives de coopération. Nous allons discuter ce soir des horizons possibles à cette ouverture et surtout de l'élan de la coopération maroco-russe en compagnie de mes invités ce soir. Sinan Dzevrichvili, Artyom, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le représentant commercial de la Fédération de la Russie au Maroc. Bienvenue. Merci beaucoup. Et également, pour représenter le secteur privé, j'ai le plaisir de recevoir Hakim Rakchi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le vice-président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Bienvenue à vous aussi. Merci. Et puis, pour parler un peu des perspectives gazières et puis des autres investissements en infrastructure au Maroc et en Afrique, j'ai le plaisir de recevoir Atman Alaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes manager partner chez Colossium Développement, donc spécialiste en conseil et accompagnement, développement, structuration et financement de projets en infrastructure au Maroc, mais également plus largement en Afrique. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors tout d'abord, avant de commencer, je serai en tout cas tentée de vous rappeler un peu cette fiche technique de ce pays qui est la Russie, de ce grand pays qui est la Russie. Alors niveau développement, le pays est à revenu intermédiaire, tranche supérieure, un pays en transition, un marché financier émergent, membre du G8, plus grand pays du monde, 17 millions de kilomètres carrés, premier producteur et exportateur mondial de gaz naturel et deuxième producteur et exportateur mondial de pétrole. Le PIB est estimé à plus de 1500 milliards de dollars selon le FMI. Et puis pour la croissance annuelle, elle est estimée à peu près 1,5%. Le PIB par habitant est, lui, de presque 10 900 dollars. Toujours selon les chiffres du FMI, l'endettement de l'État atteint 17% du PIB. Le taux de chômage pour sa part est plutôt pour sa part estimé à 5,5%. La valeur ajoutée par secteur, alors on va commencer par l'agriculture qui représente 4,7% du PIB russe, l'industrie 32% et puis les services qui s'accaparent la part du lion avec à peu près 63%. Alors, bon, ceci, c'était une brève introduction un peu sur les chiffres et puis les agrégats économiques de la Russie. Il serait opportun de rappeler que ce mois marque les 100 ans de la révolution d'octobre 1917, une date cruciale pour l'économie mondiale car elle a marqué le début du communisme. Un début qui a certes commencé par l'Allemagne, mais a fait ses vrais premiers pas à partir de l'ex-URSS, la Fédération de Russie actuellement. Une alternative au capitalisme construite durablement sur une période et une étendue suffisamment vaste à l'échelle d'un continent et largement influente au-delà pour avoir marqué profondément l'histoire de l'humanité. Alors, Sinan Dzevrichvili, tout d'abord, j'aimerais vous poser cette question. Quelles sont justement les perspectives sur la question de la transition économique russe depuis vers un modèle capitaliste et l'ouverture de la Fédération de la Russie sur le monde? Nous avons les perspectives très bonnes, je pense. Je suis sûr qu'on se développe très rapidement. Le monde avait eu la crise économique, mais maintenant, le développement revient et la Russie a toutes les chances pour se développer d'une bonne route, avoir de bonnes croissances. Oui, alors justement, le pays est toujours en transition depuis justement ce shift depuis le communisme vers le capitalisme, encore une fois. Mais c'est bon, je pense que c'est déjà passé. Nous sommes déjà sur le marché l'économique a le statut, nous sommes les membres de OMC, c'est toujours comme ça et on se développe, c'est bon.
C'est une bonne chose. Et puis, vous développez vos coopérations avec différents pays du monde, en Afrique, et notamment au Maroc. J'aimerais juste rappeler, puisqu'on parle histoire, depuis septembre 2006, la première visite du président Poutine au Maroc. C'est la première visite officielle effectuée par un chef d'État russe au Maroc. Elle intervient suite à celle que Sa Majesté le roi Mohamed VI avait effectuée en Russie en octobre 2002 et au cours de laquelle les deux parties avaient signé la déclaration commune sur le partenariat stratégique. Depuis quelques années, les relations commerciales entre le Maroc et la Russie sont en constante évolution. Les échanges commerciaux sont passés de 200 millions de dollars en 2011 à 2,5 milliards de dollars en 2015. Cette semaine, le Maroc a donc organisé un forum des affaires maroco-russes. Je vous propose de regarder cet encadré et on revient à la discussion. Un pas de plus dans le rapprochement entre Rabat et Moscou. Des entretiens cordiaux et productifs entre les ministres de l'Agriculture des deux pays tenus en marge du Forum des affaires Maroc-Russie. Car sur le front agricole, le marché russe est un très bon débouché pour les produits made in Maroc. Il absorbe par exemple la moitié des agrumes marocains destinés à l'export. Mais ces échanges sont voués à s'étoffer. Cette réunion est une occasion de faire le bilan sur les échanges commerciaux entre nos deux pays. Et la situation est très bonne, que ce soit sur le volet politique ou économique. Et aussi, le souverain entretient une relation privilégiée avec le président russe, ce qui permet au Maroc d'étoffer son offre exportable vers la Russie. Je suis très heureux de cette rencontre avec Monsieur le ministre Aziz Akhannouch. Notre objectif commun est d'étoffer notre collaboration et ainsi booster nos échanges commerciaux. Développer les échanges commerciaux, oui, mais il y a aussi les opportunités d'affaires et d'investissement. Et au-delà des matières premières, les deux pays disposent d'une large gamme de produits manufacturés à échanger. Nous avons également identifié un certain nombre d'axes nouveaux, à part l'agriculture et la pêche, des nouveaux secteurs où il pourrait y avoir une complémentarité à travers d'abord un co-investissement, ce qui est quand même important de dire un co-investissement industriel, les secteurs tels que la pharmacie, l'énergie, les nouvelles technologies, les BTP, les infrastructures et bien évidemment l'agroalimentaire. Il s'agit in fine de créer le corridor vert, un protocole d'échange qui est de nature à augmenter les flux entre le Maroc et la Russie, des flux qui sont aujourd'hui estimés à près de 3 milliards de dollars. 4 mois après la tenue de la 6e session de la commission mixte maroco-russe de coopération économique, le terrain semble ainsi bien balisé pour que Moscou devienne un partenaire de premier ordre pour le Maroc et aussi profiter du positionnement privilégié du Royaume en Afrique afin de développer conjointement des activités stratégiques sur le continent. Alors, Hakim Rakchi, le Maroc et la Russie ont signé plusieurs accords de coopération. Aujourd'hui, on en est où de ces accords sur le terrain? Sur le terrain, bon, il y a certes un fort développement des échanges, puisque vous l'avez rappelé, nos échanges en un peu plus de 10 ans ont été multipliés par plus de 10. Mais il reste que l'essentiel de nos exportations concerne des produits de bouche, en fait. C'est-à-dire nous exportons essentiellement des agrumes et de la tomate, éventuellement de la pêche, enfin beaucoup de pêche aussi. Oui. Mais la valeur ajoutée n'est pas très très importante. Et donc ce qu'a rappelé dans l'encarté la présidente de la CGM, c'est qu'il y a matière à développer nos échanges en faisant éventuellement des co-investissements, ou en tout cas en connaissant mieux le marché russe pour mieux intégrer les circuits de distribution, mieux connaître les besoins des consommateurs russes, la réglementation russe, éventuellement avoir plus de Marocains qui parlent le russe pour pouvoir exporter davantage en Russie. Et donc ces accords sont probablement des préalables en fait à ces développements. Alors, je me tourne vers Artyom maintenant, justement. Il y a beaucoup d'accords qui ont été signés depuis, je viens de l'évoquer, depuis 2006. Un rappel d'autres accords ont été signés dernièrement lors du forum Maroc-Russie. Qu'est-ce qui empêche justement ces accords de coopération à tirer profit à 100% justement de leur point essentiel? C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'accords qui ont été signés
Et 2016, on a signé avec la visite de Sa Majesté en Russie, on a signé 15 accords. Et aujourd'hui, hier, nous avons signé 12 accords bilatéraux, mais c'est un très bon résultat. Et voilà, le plus important, qu'on travaille sur la diversification de notre coopération. On travaille dans les domaines différents. Il y a des accords, des mémorandums qu'on a signés dans le domaine de l'énergie. C'est les sources, l'énergie renouvelable et aussi de l'efficacité de l'énergie et bien sûr dans le domaine de douane, c'est très important. Oui, alors nous reviendrons à ce domaine de douane. J'aimerais évoquer avec vous, Athmane Alaoui, justement cet aspect énergétique de ces accords de coopération. Et puis, on en est aujourd'hui à parler d'efficacité énergétique, d'énergie propre, mais aussi de ce mix énergétique et donc gazier et solaire, et diversifier aussi les sources d'énergie. Alors effectivement, il y a un gros sujet au Maroc sur le plan gazier qui a été annoncé donc en décembre 2014 et qui vise finalement pour les Marocains à diversifier leur mix énergétique. On a du charbon, on a tout un programme solaire et le gaz qui est finalement une énergie qui est assez abondante et assez propre représente une très faible part de notre mix énergétique au Maroc. Alors pour mettre un petit peu les choses en perspective, la Russie c'est un géant gazier. Deuxième réserve au monde après l'Iran. Exact. Deuxième production au monde après les États-Unis. Et la production annuelle russe, c'est environ 580 milliards de mètres cubes par an. Pour mettre les choses en perspective, le Maroc, dans le cadre du plan gazier, c'est 5 milliards de mètres cubes par an qu'il souhaite importer. 5 milliards pour 580. Donc ça met les choses en perspective. Quel est l'enjeu de ce partenariat éventuel entre le Maroc et la Russie? Pour la Russie, c'est une diversification de ses marchés. Aujourd'hui, 80% des exportations de gaz russe vont en Europe, essentiellement via des pipelines. Donc aujourd'hui, la logique, l'enjeu pour la Russie, c'est de se diversifier, c'est d'être un petit peu moins dépendant de l'Europe et trouver des marchés nouveaux. Le Maroc en est un potentiel, et l'Afrique également. Pour le Maroc, l'enjeu est donc de diversifier au contraire, lui, son mix énergétique, avec cette décision et cette ambition de devenir un acteur dans le gaz naturel liquéfié. On a du gaz on consomme du gaz qui est aujourd'hui celui qui vient d'Algérie, mais pour des raisons qu'on connaît tous ici, on ne souhaite pas dépendre exclusivement de ce gaz qui vient d'Algérie, qui traverse le Maroc via le pipeline qui va vers l'Espagne. Et donc ce plan gazier a été annoncé pour avoir finalement un très très gros investissement à faire au Maroc sur l'importation de gaz. Et naturellement, les Russes se positionnent comme un des partenaires possibles, non seulement sur la livraison et la fourniture de gaz, mais également sur la construction et l'investissement dans les infrastructures qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser ce gaz-là. Alors, je voudrais juste vérifier une information qui, selon certains sites d'information électronique, comme quoi la Russie allait contribuer à la construction du terminal gazier de Jorf al-Asfar à 130 km d'El Jadida. Artyom, est-ce que vous confirmez cette information? Bien sûr, ce n'est pas décidé maintenant, mais oui. Il y a négociation, bien sûr. Il y a les joueurs qui sont prêts à participer. Bien sûr, il y a les géantes énergétiques russes qui définitivement veulent participer. Oui, c'est vrai. Et au-delà de cela, quand on parle d'importation de gaz russe, côté logistique justement, comment cela pourrait se passer? Quels sont les scénarios envisageables pour une rentabilité naturellement, et puis pour une débouchée peut-être aussi sur les marchés africains? Mais bien, nous avons des équipes qui font les études. Et vous dire maintenant qu'il y a le pourcentage, ça et ça, c'est très difficile, bien sûr, mais on a fait un peu des études préliminaires et on peut voir que c'est rentable. C'est la coopération gagnant-gagnant pour les deux pays. Oui, quand on parle, puisqu'on parle énergie, il y a également, on a également évoqué l'énergie nucléaire et puis peut-être instaurer un nouveau système d'énergie nucléaire au Maroc et profiter peut-être en tout cas de l'expérience du géant russe. Est-ce que c'est aussi dans le pipe, si on peut le dire? Bien sûr, bien sûr.
notre géante nucléaire, oui, Rosatom, c'est très important. Ils sont très prêts pour être ici, pour l'utilisation paisible de l'énergie nucléaire. Et bien sûr, c'est un complexe de services et d'équipements et de produits ici qu'on est prêt de fournir. Et bien sûr, on connaît que le programme nucléaire du Maroc peut-être va apparaître et on va commencer à 2030. Quand nous avons cette information, mais nous sommes tout prêts pour commencer déjà aujourd'hui. Le mémorandum était signé hier. Oui, il y a des grandes perspectives. Asman Alaoui. Alors, le nucléaire, effectivement, le Maroc, ça fait plusieurs années qu'il y a des équipes qui travaillent sur le sujet. On en est au stade des études, effectivement, extrêmement préliminaires. Et également, il me semble, des prototypes qui sont testés. Il est évident que la Russie dispose d'une expérience de plusieurs décennies dans le domaine et fait partie finalement des 3 ou 4 technologies dans le nucléaire qui existent au monde, avec les Américains et les Français. Donc, lorsque le Maroc souhaitera effectivement appuyer sur l'accélérateur pour exécuter ces plans-là, la Russie sera un des interlocuteurs privilégiés sur le choix de la technologie, sur la coopération entre les scientifiques marocains et les scientifiques russes. Au-delà de l'énergie, nous l'avons entendu sur l'encadré, on parle de corridor vert, Hakim Merakchi. Donc c'est pour booster le flux des échanges, mais qu'est-ce que c'est réellement, en fait, concrètement, ce corridor vert? Le Maroc est un pays qui reste un pays agricole. Enfin, nous sommes surtout un pays rural, mais nous avons aussi une grosse partie de notre PIB qui provient de l'agriculture. Et la Russie est un débouché important pour les produits marocains. Et nous savons que les règles de l'OMC ne s'appliquent pas aux produits agricoles. C'est-à-dire que dans nos exportations vers notre principal partenaire ou dans nos échanges avec nos principaux partenaires commerciaux aujourd'hui, qui sont d'abord l'Union européenne, les produits agricoles sont taxés. Et donc il y a des quotas auxquels la production marocaine est soumise. Il y a quelques décennies, le Maroc exportait l'essentiel de ses agrumes en Europe. Aujourd'hui, la Russie est le premier débouché de nos agrumes. Je crois que même le Maroc est le 2e fournisseur de petits agrumes sur le marché russe. Nous avons également une relation privilégiée au niveau de nos exportations de primeurs et de tomates sur la Russie. Et la Russie n'est pas concurrente en fait avec le Maroc. Ce qui bloque nos exportations sur l'Union européenne, c'est en fait la concurrence des pays du Sud. Il y a de nouvelles opportunités pour nous. Par exemple, le Brexit serait évidemment une opportunité pour les exportations de produits agricoles marocains vers le marché britannique, puisque l'équilibre de nos échanges serait modifié au sein de l'ancienne Union européenne, c'est-à-dire l'Union européenne plus la Grande-Bretagne. Mais ce problème ne se pose pas du tout avec la Russie, puisque la Russie ne produit pas de tomates, ne cherche pas à produire de tomates, et on ne va pas concurrencer les producteurs de tomates russes. De même qu'on ne va pas exporter, on n'aura pas de problème avec les producteurs d'oranges en Russie. Mais quand on parle d'un côté l'importation d'énergie qui coûte beaucoup plus cher que des produits agricoles. Donc on parle de pétrole, on parle de gaz, et de l'autre côté, nous, on parle d'agrumes et de tomates. Il y a un autre aspect qui est également l'importation de blé. C'est-à-dire que le Maroc importe également du blé de Russie, et donc il y a effectivement une possibilité de développer ce corridor. Alors c'est vrai qu'il y a l'énergie d'un côté, et il y a les produits alimentaires de l'autre, mais l'énergie connaît également une révolution, c'est-à-dire on parle beaucoup de gaz, il y a quelques années on parlait plutôt beaucoup de pétrole, et dans peu de temps on parlera de nouvelles formes en fait d'énergie. On a parlé un peu d'énergie nucléaire, on n'a pas beaucoup parlé des énergies renouvelables, et le Maroc gagnera certainement beaucoup d'autonomie. Je crois dans le plan à l'horizon 2025, on dit que 49% du potentiel de production énergétique au Maroc sera d'origine
local, en fait, sera du renouvelable. Et donc, le mix énergétique ne sera plus le même. Le coût de l'énergie ne va plus être le même. Donc, il est très important d'alimenter, en fait, nos populations. Ce qui est lié à l'agroalimentaire devrait être compris comme étant également une sécurité alimentaire. Naturellement. Et donc, de ce point de vue-là, le Maroc est un partenaire particulier, puisque nous avons d'une part une production agricole et d'autre part, comme la Russie, nous sommes un géant dans la production de fertilisants. De fertilisants, voilà. Et justement, la Russie est en train, détrompez-moi peut-être, est en train de développer son secteur agricole pour diversifier justement son économie. Est-ce qu'il y a aussi une collaboration entre le Maroc et la Russie? Justement, Hakim Rakchi a évoqué les fertilisants, le phosphate. Oui, bien sûr, le domaine agricole en Russie ça se développe. C'est le leader dans la croissance de PIB en Russie. Et il y a des perspectives. Et concernant les agrumes et les tomates, je veux vous dire qu'avec les tomates, Maroc, c'est la première place parmi les importateurs de 2016. Et cette année-là, c'est les mandarines, c'est la première place. C'est une troisième partie du marché russe des importations. Et voilà. Et oui, avec des engrais aussi, nous discutons les possibilités de coopération, bien sûr. Dans les engrais? Oui, dans les engrais. C'est un des produits très intéressants pour Maroc. Et on peut travailler. Oui, quand vous dites que le Maroc importe du blé russe, ce n'est pas l'un de ses principaux fournisseurs, en tout cas la Russie, ça reste les États-Unis et l'Europe. Est-ce qu'il y a moyen peut-être d'élargir cette part du blé russe, notamment après cette année record qu'a connue la production russe de blé? Il est important de noter que le prix du blé varie aussi en fonction du coût de l'énergie, en fait. C'est-à-dire le prix du pétrole influe directement sur le prix du blé. Et parce qu'on utilise beaucoup de production agricole, blé ou sucre, pour fabriquer de l'éthanol. Et donc, les prix sur des marchés comme le marché américain est très dépendant également du prix du pétrole. Donc, quand il y a un surplus de production quelque part dans le monde, bon, nous sommes favorisés dans nos coûts. Et si ce surplus de production coïncide également avec une baisse ou une faiblesse des prix du pétrole, donc nos relations avec les fournisseurs de blé sont forcément plus diversifiées. Et je comprends d'ailleurs dans la relation que nous avons avec la Russie, une volonté du Maroc de diversifier ses sources. Alors, encore une fois, on doit parler sécurité alimentaire. Il est important de ne pas dépendre de un ou deux fournisseurs, même si nous avons des relations privilégiées, de proximité avec eux. Donc la relation avec la Russie, on a parlé tout à l'heure de corridor, c'est parce que ça va dans les deux sens. Nous pouvons vendre des produits qui sont plus rentables à produire chez nous et acheter des produits qui sont plus rentables à produire chez notre partenaire russe. Très bien, je vous propose, messieurs, de continuer cette discussion juste après cette courte pause de publicité. Merci à vous de rester avec nous, à tout de suite. Madame, Monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous continuons donc notre discussion sur cette coopération Maroc-Russie. Juste avant la publicité, nous parlions des échanges commerciaux entre le Maroc et la Russie. Certes, les relations commerciales sont au beau fixe, mais force est de constater que la balance commerciale est largement déficitaire, en tout cas pour le Maroc, à Atman Alaoui. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elle l'est. On parlait d'échanges de flux énergétiques potentiels entre la Russie et le Maroc dans un sens et le corridor vert avec des échanges mutuels et dans les deux sens sur les produits agroalimentaires. Je pense que pour rééquilibrer éventuellement cette balance commerciale, il faut plutôt réfléchir en termes de diversification. Quels sont les autres secteurs où nous sommes compétitifs et sur lesquels il faudrait agir pour densifier nos relations avec la Russie. Le tourisme pourrait en être un. Il y a des pays comme l'Égypte, par exemple. Nous y reviendrons sur l'aspect touristique, oui. Mais il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels les Marocains, et au Maroc, nous avons une certaine compétitivité, ou en tout cas des arguments à faire valoir, et qu'on pourrait mettre à profit pour densifier encore les échanges et dépasser uniquement ce qui est l'agroalimentaire et l'énergétique. Alors, est-ce que le secteur privé
justement, est amené aussi à mettre son grain de sel dans cette coopération? Et si oui, quels sont les secteurs qui concernent nos PME, TPE, parce qu'elles sont concernées, Hakim Rakchi, par cette coopération et pour tirer profit de ce rapprochement économique entre Moscou et Rabat? Ça a été dit tout à l'heure, en fait, nos échanges sont des échanges en fait, de matières premières ou de produits de bouche. Et donc, ils ne sont pas suffisamment valorisés. Alors, l'agroalimentaire doit être vu dans son volet industriel. C'est-à-dire que nous devons, comme ça a déjà été dit, nous devons pénétrer les marchés russes, nous devons mieux comprendre le marché russe. Et là, nous avons éventuellement besoin de construire un accord de libre-échange. C'est-à-dire un accord de libre-échange... Il est imminent. On a annoncé un accord de libre-échange, la signature d'un accord de libre-échange qui serait imminente. On parle même de 2018, d'un accord de libre-échange entre il faut le Maroc le et la construire, Russie. c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne mieux la réglementation russe, il faut qu'on comprenne mieux les circuits de distribution russes, il faut que nous soyons davantage préparés à négocier avec les acheteurs russes et également avec les vendeurs russes. Nous avons besoin également de mettre en place une logistique qui nous permet d'être efficients. C'est-à-dire que nous avons besoin d'améliorer notre compétitivité logistique pour pouvoir mieux exporter sur la Russie. Ça fait des années que le Maroc exporte des agrumes, mais régulièrement, il y a des problèmes dans nos exportations d'agrumes vers la Russie. Il ne doit pas y avoir une situation de dépendance, mais plutôt d'interdépendance pour que l'accord de libre-échange soit un succès. Donc un accord de libre-échange avec la Russie peut être un partenariat gagnant-gagnant, mais les conditions de succès doivent être encore débattues et améliorées. Tinam Zgavrishvili, Artyom, alors une réaction et puis comment voyez-vous justement ces accords de libre-échange en tenant en compte également les accords sur l'aspect douanier qui ont été signés, si on peut d'ailleurs en savoir un peu plus sur l'aspect douanier? Très bien. Nous avons parlé d'équilibre dans le commerce, dans le chiffre d'affaires, mais voilà, nous avons un chiffre d'affaires cette année-là, 7 mois, c'est 700 millions de dollars, et 400 millions, c'est les exportations de la Russie, 300 du Maroc. Et il n'y a pas de grand problème là. Il y a assez de bonnes situations, mais c'est normal quand un pays a des réserves et fait des exportations de pétrole ou de gaz. Et une autre n'a pas de réserves, mais a les conditions climatiques qui permettent de produire des produits qui ne peuvent pas être sur le marché russe pendant cette période de froid, en tout cas là-bas. Oui, et tout le monde sont très intéressés de faire un interchange comme ça, de collaborer. Revenant à l'accord de libre-échange, oui, c'est vrai. Nous avons eu ici les rencontres déjà, c'était il y a 2 semaines, je pense, comme le ministre de l'Union, de la Commission eurasienne était ici. On a signé le mémorandum entre l'Union eurasienne et Maroc, et c'est le premier pas vers l'accord de libre-échange. Nous travaillons déjà dans cette envoi, et voilà. C'est vraiment, il y a beaucoup de perspectives, mais il faut travailler. Est-ce que vous estimez, comme l'a dit M. Malakchi, excusez-moi de vous interrompre, qu'il y a un réel problème de logistique, c'est-à-dire pour acheminer ces produits et pour instaurer déjà ce corridor vert, et puis pour qu'il y ait cet accord de libre-échange, qu'il n'y ait pas de frein ou en tout cas de barrière? Pour être précis, le corridor vert, ce n'est pas quelque chose, qui va réduire les taxes douanières ou quelque chose comme ça. C'est tout simplement facilitation des procédures douanières, corridor vert. Très bien. C'est tout simplement ça. Les procédures douanières ne vont prendre pas les jours, mais les heures pour les produits des 2 pays. Voilà. Et je ne pense pas que... Oui, bien sûr, c'est une bonne facilitation, mais ce n'est pas quelque chose qui sert à signature d'accord de libre-échange. Il faut travailler. La Russie, on a signé déjà un accord de libre-échange avec le Vietnam, et on a travail pour signature et a pris 2 années. 2 années. C'est normal. Très long, oui, mais c'est normal. Oui. Il faut travailler dans cette direction, tout simplement. Nous sommes prêts.
Alors, puisqu'on parle justement de diversification, il y a aussi l'industrie. Quelles sont les industries justement? Parce qu'on ne peut pas se limiter aux matières premières, Hakim Rakchi, pardon. Il faut diversifier l'offre exportable. Quelles sont les industries qui pourraient faire leur pénétration, comme vous l'évoquiez, sur le marché russe aujourd'hui? Les industries marocaines, en sachant bien sûr la place que commence à prendre le Maroc dans la chaîne de valeur mondiale, notamment dans l'automobile et l'aéronautique. Disons que la Russie, est pour nous d'abord, essentiellement, doit être compris comme un marché où il y a 170 millions de consommateurs. Donc c'est un marché qui est important, ça représente le tiers des consommateurs de l'Union européenne, auxquels nous avons relativement peu accès. On parle d'investissement ou de co-investissement maroco-russe dans le domaine de la pharmacie. Il y a dans le domaine de la pêche également plusieurs co-investissements qui ont déjà été réalisés. Nous avons des possibilités de coopération dans le domaine de l'énergie, on en a déjà parlé, des énergies renouvelables bien évidemment. Au niveau des BTP, c'est-à-dire que la Russie est un pays qui, comme vous l'avez dit, est très vaste. Il y a 17 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près 25 fois la taille du Maroc. Nous avons encore des besoins de développement en infrastructure au Maroc, même s'ils sont moins importants. Mais le Maroc s'ouvre également sur l'Afrique. Et la Russie est un pays qui n'avait pas beaucoup de commerce avec l'Afrique. Je crois que le Maroc est le premier partenaire africain de la Russie. Mais l'Afrique a une nouvelle place. C'est M. Othmani d'ailleurs qui l'a cité cette semaine lors de sa rencontre avec Dimitri Medvedev. Mais l'Afrique est en train de gagner de nouvelles positions dans l'échiquier mondial. C'est-à-dire qu'il y aura bientôt 2 milliards d'habitants en Afrique et, disons d'un point de vue géostratégique, la sensibilité du besoin de développement de l'Afrique devient important. Si l'Afrique était regardée essentiellement comme un pourvoyeur de matières premières dans le passé, la Russie n'avait pas beaucoup besoin de commercer avec l'Afrique, étant donné que la Russie est extrêmement riche en matières premières. Par contre, à l'avenir, les choses seront peut-être un peu différentes. Et là, le Maroc a une position, disons, géographique et une position stratégique par rapport à l'Afrique occidentale. Et je l'espère bientôt comme étant membre de la CEDEAO. Les relations entre la Russie et le Maroc permettront d'approfondir la relation sur l'ensemble de l'Afrique occidentale, de nouveau au niveau de tout ce qui est BTP et équipement, mais également sur l'approvisionnement en machines-outils, parce que l'Afrique a besoin de s'industrialiser. Il en va encore une fois de la stabilité dans le monde. Et donc la Russie est un partenaire de choix pour permettre aux pays de la CEDEAO que le Maroc intégrera bientôt, je l'espère, et permettra l'ensemble du développement de la région. Dans la mesure où les Russes et les Chinois font front commun sur de nombreux aspects ou sur de nombreux points, peut-on parler justement d'une stratégie commune en Afrique ou peut-on dire que la Russie un peu emboîte le pas à la Chine qui a pris de l'avance ces dernières années par rapport à la Russie qui était présente aussi en Afrique dans le passé, Arthur? Mais le domaine, les stratégies communes, c'est le domaine politique, c'est un peu axe différent. Pas dans l'économie. Oui, pas dans l'économie. Mais je voulais ajouter quelque chose. Je vous en prie. Qu'il s'agit de business, de travail de business. Oui, naturellement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de négociations, des rencontres. C'est ça qu'on a discuté il y a 2 minutes. Il y a des rencontres de travail des gouvernements, des deux gouvernements. Mais on ne peut pas rien faire sans business. Et voilà, maintenant, nous voyons ce temps-là quand les entreprises russes viennent au Maroc. Par exemple, la machinerie et le transport, les moyens de transport. Il y a plusieurs entreprises qui sont déjà ici et ils sont prêts de signer les accords. Par exemple, un géant russe, Kamaz, qui a gagné beaucoup de fois, Paris-Dakar, est connu dans le monde entier, et les autres, Volgabas, Gaz, tout le monde sont déjà ici. On travaille avec les partenaires marocains et on est en train d'installer les entreprises mixtes ici. Et c'est le cas aussi pour d'autres pays africains, puisqu'on parle de l'Afrique. Oui, bien sûr. Quand on parle de l'Afrique, pour toutes les entreprises russes, c'est comme en Russie, nous disons Maroc, c'est la porte vers l'Afrique. Et voilà, bien sûr, c'est vrai ça, parce que du Maroc, c'est très, très facile avec l'aide
des partenaires marocains qui ont beaucoup d'influence maintenant en Afrique, après que Maroc est revenu dans l'Union africaine et influence grandisse. Et c'est plus facile de venir sur le marché africain, bien sûr. Oui, il y a des intérêts très forts. Oui, alors justement, juste par rapport au point que vous avez soulevé sur l'éventuelle démarche commune entre les Chinois et les Russes par rapport à l'Afrique, je ne pense pas vraiment qu'il y en ait une. Simon Lakshi évoquait quelque chose qui était très juste, c'est que contrairement à la Chine, la Russie dispose, enfin en tout cas la Russie dispose d'énormément de matières premières, gaz, pétrole, et est en position d'exporter. La Chine est importateur. Et la Chine, finalement, sa démarche vers l'Afrique, ça a été de sécuriser un certain nombre de matières premières, y compris des terres. La Chine essaye de trouver un certain nombre de terres arables dont elle manque de plus en plus en Chine pour assurer la sécurité alimentaire de ses habitants. Si on fait un petit rappel historique, la Russie a sa relation très très forte et parfois un petit peu ambivalente avec l'Europe de l'Ouest. Et historiquement, il y a toujours eu une espèce de course vers les mers chaudes. C'était accéder à la Méditerranée et c'était se rapprocher un petit peu décentrer finalement la Russie par rapport à sa position au nord et à l'extrême-orient. Il y a alors le territoire est très très vaste, c'est je crois 7 ou 8 fuseaux horaires, donc en termes de logistique c'est extrêmement compliqué, entre Moscou d'un côté et Vladivostok de l'autre. Il y a l'extrême est de la Russie qui est plus orienté vers le Japon, la Corée, nord et sud, la Chine, et une partie des exportations des matières premières vont dans ce sens-là. Et effectivement, l'enjeu, on en parlait au début de l'émission, l'enjeu sur le côté ouest de la Russie, et vous me corrigez si je me trompe, c'est peut-être effectivement d'être un petit peu moins dépendant dans les échanges économiques avec la Russie, d'où effectivement le fait d'explorer des nouveaux marchés que sont le sud de la Méditerranée et l'Afrique. Je reviendrai également sur un point, parce que c'est là où le Maroc peut avoir un positionnement intéressant vis-à-vis de l'Afrique, c'est l'aspect culturel. Finalement, le Maroc et la Russie sont des mondes qui ne se connaissent pas beaucoup. On parlait de la nécessité de mieux se comprendre des modes de consommation, comprendre les marchés, et puis commencer par la base qui est se comprendre l'un l'autre lorsqu'on se parle. Donc parler russe pour les Marocains. Pourtant, il y a beaucoup d'étudiants marocains en Russie aujourd'hui. Je pense qu'il devrait y en avoir de plus en plus. Mais est-ce que ça se limite à certaines spécialités ou vous avez une idée là-dessus, peut-être Arthur? Mais puis je reviens vers vous pour que vous continuiez votre idée. Il n'y a pas de limite, ça dépend des intérêts des hommes. Par exemple, s'il y a l'intérêt dans la pêche maritime, nous avons quelqu'un qui fait les étudiants qui vont en Russie, et aussi les pharmacies, bien sûr. Très bien. Le domaine de pharmacie de l'Union soviétique, c'était très développé, et maintenant aussi, on revient un peu des niveaux d'autrefois. Et bien sûr, c'est très populaire parmi les Marocains. Et j'ai beaucoup d'amis ici qui parlent russe. Des Marocains? Oui, des Marocains, bien sûr. Très bien. Et toujours, quand on te voit sur le marché ou dans les magasins, il y a quelqu'un toujours qui vient chez toi et commence à parler russe. Et pourtant, c'est un atout qu'ont les Marocains, en tout cas, c'est de la vie de plusieurs personnes, de cette habilité à parler plusieurs langues. Donc vous parliez justement d'être prêt à collaborer, en tout cas en tant que secteur privé, mais aussi, disons-le même du côté des hautes institutions de l'État, de connaître mieux ce marché russe, cette culture russe, pour pouvoir élaborer un meilleur partenariat. Je pense que si le Maroc veut, et qui était une possibilité évoquée par Simon Lakshi, être effectivement la porte d'entrée et accompagner les experts et l'industrie et la technologie russe sur certains pays africains, il faut qu'on soit plus à même de les comprendre, de parler avec eux. Donc je pense qu'il faut densifier ces échanges culturels, effectivement par des étudiants qui vont étudier au Maroc, qu'on accueille éventuellement également des étudiants russes au Maroc, et qui est cette coopération culturelle, humaine, et qui fera qu'on sera le choix privilégié des Russes par rapport à l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Je pense que c'est cette compréhension et ce commerce humain, finalement,
est extrêmement important. Alors, puisque vous parlez justement de places privilégiées aujourd'hui, on en est où côté tourisme, Hakim Rakchi? Est-ce que, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont entreprises pour attirer de plus en plus le touriste russe vers la destination marocaine, de plus en plus de vols entre Casablanca, Moscou et Saint-Pétersbourg, encore Marrakech ou Agadir. Mais en tout cas, aujourd'hui, on en est à 75 000 clients pour la première année. Est-ce qu'il y a une... Ça ne fait pas beaucoup, c'est-à-dire que la Russie est un grand pays émetteur au niveau du tourisme, mais le Maroc n'en bénéficie pas assez. Il faut dire que le Maroc, ils ont une image surtout culturelle, que le tourisme estival au Maroc ne s'est pas encore beaucoup développé, malgré le plan Azur, qui n'a pas eu tous les résultats escomptés. Il y a eu également un moment, suite à la crise qu'il y avait entre la Russie et la Turquie, une propension du marché russe à émettre davantage vers le Maroc, mais là encore, nous n'avons pas encore assez utilisé. Il y a maintenant une belle opportunité. Je pense qu'on n'exploite pas suffisamment les lignes existantes. Elles ne prennent pas encore tout le potentiel voulu. Voilà. Mais là, on a une belle occasion. Il faut qu'on se qualifie pour le prochain mondial en Russie. Il faut que nous allions également en Russie. Il faut qu'on gagne en Russie et au foot, mais aussi dans les affaires. Et comme ça, nous aurons davantage d'échanges. Je pense qu'il faut, comme l'a dit M. Alaoui, nous rencontrer davantage, nous connaître mieux. Et nous commercerons encore davantage à ce moment-là. Et comme je disais tout à l'heure, un accord de libre-échange, ça se construit. Et donc, on a besoin de préparer effectivement cet avènement. Et la qualification, je l'espère, du Maroc en 2022 sera l'occasion pour nous d'y aller et d'explorer davantage le marché. Peut-être un peu avant quand même de 2022. C'est 2018. Pardon. 2022, c'est le Qatar. 2022, nous sommes prêts pour 2022 aussi. Bon, alors quand on parle justement de marché marocain pour les touristes russes, on voit qu'il y a un changement d'attractivité des touristes russes vers d'autres marchés touristiques dans le monde. Le Maroc en fait partie. Il y a également des tours opérateurs russes. Qui, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, il y a effectivement des tours opérateurs qui proposent le Maroc en tant que destination. Selon vous, qu'est-ce qui manque justement pour attirer beaucoup plus de Russes? On connaît un peu le goût, un peu des... Est-ce qu'on connaît mal le goût peut-être des Russes? Ils ne retrouvent pas ce qu'ils veulent. Selon vous, qu'est-ce qui manque? Tout d'abord, je veux dire qu'il y a un intérêt mutuel. Des touristes russes, ils sont prêts à venir ici. Mais on manque d'informations, bien sûr. Encore, je vous donne un exemple, la fin de l'année passée, les 300 opérateurs russes sont venus à Marrakech pour avoir une réunion avec les administrations touristiques. On a discuté beaucoup des axes. Il y a des problèmes aussi. Il y a des choses qui sont comme les barrières pour les Russes. Par exemple, les Russes, maintenant, sont habitués à le système tout inclus. Par exemple, ici, il n'y a pas beaucoup de système tout inclus. Il n'y a pas assez de all-inclusif pour les Russes? All-inclusif, voilà. Il y a, mais pas développé comme en Égypte ou en Turquie, par exemple. Deuxième chose, c'est un peu cher. C'est plus cher que Égypte, Turquie et la Russie. C'est pas le même produit. Et le sud de Russie. Le vol est plus long et plus cher. Et voilà, la mer est un peu plus froide que l'Atlantique, par exemple. On a la côte méditerranéenne également, faut pas le... Oui, bien sûr. Mais on connaît Agadir. Parce qu'Agadir, c'est comme le perle de tourisme marocain sur la mer. Et voilà, il y a des avertissements en Russie, partout, c'est Agadir. Tout le monde voit Agadir, mais la mer n'est pas très chaud. Peut-être qu'il faudra vendre une autre destination, telle que Saïdia, qui est sur la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, on le sait, qui plaît beaucoup. Oui, c'est une chose. Une autre chose, oui. il faut faire les promotions de tourisme combiné, comme la mer avec les endroits historiques, architecturels et naturels aussi, parce que la nature est magnifique. Au Maroc, il y a
des montagnes, des déserts, de la mer, tous ensemble. C'est très intéressant. Il faut se développer dans cette direction. Très bien. Un dernier mot pour Asman Alaoui, puis Hakim Rakchi, on finit avec Artyom. Je vous en prie. Je pense pour clore le débat. Oui, alors effectivement, sur le tourisme, l'intérêt d'une démarche qui vise ces pays-là, et je dis ces pays, c'est que finalement, on pourra également ça nous adresser à tous les pays russophones de la région, et on passera d'un marché non plus de 170 millions d'habitants, mais de 150 ou 300 millions. C'est effectivement de construire, de mieux comprendre pour construire une offre qui leur convienne. Et effectivement, alors on ne pourra pas réchauffer la mer, mais en revanche, on pourra proposer des packages all-inclusifs avec un positionnement effectivement peut-être un petit peu moins élevé, travailler sur l'offre sur les liaisons aériennes et vendre la destination Maroc en Russie et dans les pays russophones comme on peut la vendre avec foison de panneaux publicitaires et de communication en Europe. En Europe. Hakim Rakchi. Ce que je pourrais ajouter, c'est que nous devons faire un effort pour nous adapter effectivement aux clients russes, que ce soit au niveau touristique comme au niveau des produits transformés. Nous devons là encore mieux comprendre et faire ce qu'il faut pour que le client russe, quand il vient au Maroc ou quand il achète un produit marocain, puisse se sentir tout à fait à l'aise et qu'il ne considère pas cette démarche comme étant exceptionnelle. Donc nous devons offrir, disons, aux clients russes, aux touristes russes qui viennent au Maroc, ce dont il a envie de trouver. C'est-à-dire nous devons comprendre ce qu'il cherche et lui permettre, exactement comme il le trouve en Turquie, faire l'effort que font les Turcs pour s'acclimater à leurs clients qui viennent de tout le monde. Si on ne fait pas cet effort, on ne gagnera pas ces clients ici. Et un dernier mot, et j'espère ne pas l'écorcher cette fois-ci, Tsinam Dzevgrishvili. Bon, je l'ai écorché. Tsinam Dzevgrishvili. Artyom, un dernier mot. Dernier mot, je pense que nous avons des belles perspectives. Pas seulement un tourisme dans tous les autres domaines. Mais un tourisme, je voulais ajouter quelque chose. Maroc a quelque chose qu'on manque dans les autres pays de région, c'est la stabilité et la sécurité. Voilà, c'est très important, et ça devient très important pour les Russes qui sont prêts à venir au Maroc. Spasiba, merci en tout cas beaucoup de votre présence avec nous. Asman Alaoui, merci beaucoup. Hakim Rakchi, merci beaucoup de votre présence sur le plateau de l'Hebdo Écho. À vous aussi, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Écho, votre rendez-vous avec l'économie sur Médien TV. Sur ce, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.